Bonjour à tous, bienvenue dans ce one-to-one de Sika Finance. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre de Oulimata Ndiaye Diassé. Elle est directeur de l'agence Umoa Titres et cet échange intervient en marge des rencontres du marché des titres publics. Suivez-moi. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Maïva Tétégan pour l'interview one-to-one de Sika Finance. Ah, très bien, enchantée. Entrez, je vous en prie. Merci. Entrez, Maëva, je vous en prie. Merci, Madame Diassé. Bienvenue. Merci. Comment allez-vous? Très bien, et vous-même? Ça va, merci. Comment se passe votre séjour? Très, très bien. Très, très Vous bien. êtes bien logé. Tout se passe toujours bien. Quand vous êtes c'est nouveau, Oui. ça doit être encore très top. Non, il est agréable. Ah. Il est vraiment agréable. Et surtout, le service est vraiment très, très bien. Tant mieux. Et avoir pu faire l'événement ici, vous descendez juste, vous êtes dans la salle. C'est super pratique. C'est top. Bienvenue dans ce one-to-one de Sika Finance. Merci beaucoup. Comment se passe votre séjour à Abidjan? Très bien, toujours. Tout se passe toujours bien à Abidjan. Tant mieux, on est ravis. Aujourd'hui, je me fais le porte-parole du grand public, avec qui vous n'avez pas forcément pu avoir de rencontre. C'est vrai. Et à l'entame de notre échange, je voudrais savoir, en des termes simples, qu'est-ce que le marché des titres publics et quel est le rôle de l'agence Umoa Titres? Alors, le marché des titres publics, c'est le marché par excellence, en tout cas au niveau de la zone UEMOA, sur lequel nous mobilisons des ressources pour les États membres de la zone UEMOA. Donc, les 8 États membres de cette communauté qui sont le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo. Umoa Titres est donc une institution qui a été créée par le Conseil des ministres de la zone UEMOA, créée par la Banque centrale, sur décision du Conseil des ministres, plus précisément, en 2013. Dans quel but? Aider les États à trouver l'argent dont ils ont besoin au niveau de la zone pour financer leur budget, donc financer tous les projets, financer toutes les dépenses qui sont liées au développement de nos pays. Voilà en des termes simples ce que je peux dire. Et peut-être pour compléter, pourquoi marché des titres publics? Donc, parce que c'est public, car ça ne concerne que les États. Et alors les titres, c'est un instrument financier qui permet aux États de s'endetter. Donc les États vont emprunter. Madame Diassé, c'est sûr qu'on aura le temps d'approfondir la question parce Très que là, bien. on commence à rentrer dans des termes un peu compliqués. Ah bon? Alors que, comme vous l'avez dit, c'est vraiment que le grand public puisse cerner le rôle crucial que joue l'agence Umoa Titres. Et je pense que vous l'avez très bien expliqué. Donc, l'agence Umoa Titres va tout simplement aider les États dans leurs besoins de financement par rapport à leur budget. Si vous devez retenir quelque chose, retenez juste ça, oubliez tout le reste. On aura le temps d'approfondir les autres termes plus techniques avec Madame Diassé. Et à cette étape, on souhaiterait savoir, d'autant plus qu'on sait que depuis que l'agence a été créée en 2013, elle était gérée par Monsieur Adrien Diouf, qui est un homme. Est-ce que ça fait une différence lorsque vous avez su en octobre 2023 que vous allez prendre les rênes de cette agence? Est-ce qu'une femme à la tête de cette institution, ça fait une différence? Et est-ce que vous imprimez dans le quotidien une marque particulière à l'institution? Alors, est-ce que cela fait une différence? Je ne suis pas sûre d'être très bien placée pour répondre à cette question. Peut-être que les gens autour y répondent, que ce soit nos collaborateurs, que ce soit l'écosystème, à savoir les gens avec qui nous travaillons tous les jours. Mais peut-être de manière générale, il est toujours bon de dire que oui, une femme vient toujours avec un mode de fonctionnement différent, avec une sensibilité différente, avec un management donc différent, peut-être pas forcément toujours plus facile, même si c'est ce qu'on espère, mais en tout cas, peut-être que les choses sont amenées différemment. Et c'est ce qui est aujourd'hui recherché, je suppose, lorsque on essaye de pousser les femmes à prendre de plus en plus de place au niveau des directions, au niveau des entreprises et autres. Merci. Et on est en début de l'année 2025. On est quand même tenté de savoir quel est le niveau des sommes qui ont été mobilisées en 2024
quel est le bilan globalement des opérations qui se sont effectuées en 2024 et quelles sont les grandes tendances? Est-ce que les États, généralement, ils empruntent sur le court terme, sur le moyen terme, sur le long terme? Est-ce que c'est la Côte d'Ivoire qui emprunte le plus? Est-ce que c'est le Sénégal? Est-ce que c'est le Mali? On est quand même tenté de se demander Et c'est ces statistiques. Et c'est moi qui utilise des termes compliqués. Alors, sur l'année 2024, les 8 États membres de la zone UEMOA, au total, ont emprunté sur le marché local 8 127 milliards de francs CFA. Donc 8 127 milliards qui ont été empruntés, si on devait faire une moyenne, plutôt à court terme. C'est-à-dire que, en moyenne, c'est de la dette qu'on devra rembourser d'ici 2 ans. D'accord? La majeure partie de cette dette a donc été empruntée sur des durées courtes. 60% a été emprunté sur des durées comprises entre 3 mois et 1 an. Donc c'est vraiment du court terme. Voilà, du court terme. Et les 40 autres pourcents ont été empruntés sur des durées comprises entre 3 ans et 10 ans. Ça veut dire que lorsque l'État emprunte sur ces durées-là, il a 3 ans à 10 ans pour rembourser cette dette. Je pense que globalement, c'est plutôt ce qu'on va dire. Effectivement, au niveau de la zone, le plus gros emprunteur a été l'État de Côte d'Ivoire, comparativement au poids de ce pays au niveau de la zone. Cela fait beaucoup de cohérence. Ok. Et à quoi sert généralement cette somme? C'est sûr que je vois des gens qui se disent 8 000 milliards, c'est énorme. Et généralement, à quoi servent ces sommes? Et est-ce qu'on regarde aussi la capacité des États à pouvoir rembourser ces sommes? Qu'en est-il de ce volet? Alors, ces sommes, ça sert à tout simplement améliorer le bien-être des populations. C'est l'argent qui est utilisé par les États pour dépenser au niveau des pays, que ce soit pour faire des routes, que ce soit pour faire des hôpitaux, les dépenses de santé, les dépenses courantes aussi, hein, de fonctionnement du budget. Donc cela peut faire beaucoup, mais nous savons tous que nos États ont d'ambitieux projets de développement pour améliorer les infrastructures, améliorer le bien-être, accompagner également les populations de manière sociale pour qu'ils ne ressentent pas trop la hausse des denrées, ce genre de choses. Donc, c'est à tout cela que sert cet argent qui est mobilisé. Donc, 8 000 milliards, cela peut paraître beaucoup, mais au final, c'est même peu par rapport à l'intégralité des dépenses qui sont engagées par nos États. Tout à l'heure, on disait que Abidjan est une ville en chantier perpétuel. Eh bien, écoutez, ces chantiers coûtent énormément d'argent et on l'espère, au final, permettre d'améliorer le quotidien des populations. Par rapport à est-ce que les États peuvent continuer à s'endetter? Je vous rassure, ce sont des choses qui sont bien évidemment surveillées au niveau de toutes les institutions, non seulement au niveau régional, mais également au niveau des institutions internationales, des bailleurs de fonds, comme le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, etc. Donc, ce sont des choses que les États eux-mêmes pilotent avec beaucoup de vigilance pour savoir ce qu'ils ont la capacité de faire et être sûr qu'ils font les choses de la meilleure des manières. Donc, on retient que toutes ces sommes empruntées sur le marché des titres publics servent à l'amélioration du bien-être de la population. Absolument. À travers les infrastructures et les dépenses courantes. Madame Diassé, est-ce que dans les dépenses courantes, on peut parler aussi du salaire des fonctionnaires? Tout ça, c'est des éléments on peut mettre dans le budget. Alors, oui, tout cela vient dans le budget, hein, bien évidemment. Le budget est composé en général de 2 sections. Une section de fonctionnement. Donc, le fonctionnement, c'est vraiment toutes ces dépenses liées au salaire des fonctionnaires et autres. Et après, vous avez des parties liées à l'investissement pur, les infrastructures, les projets et autres. Et ce qu'il ne faut pas oublier quand même, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, 8 000 milliards, c'est beaucoup, mais c'est peu par rapport aux dépenses engagées par les États. Il ne faut pas oublier que la première ressource de nos États, ce sont les recettes intérieures, et notamment la fiscalité, les impôts. D'accord? Donc, les impôts qu'ils collectent auprès de vous, auprès de moi,
au final, ça devient quand même, enfin, c'est normalement la première ressource de nos pays. La dette est un complément. Merci beaucoup pour cet éclairage. Donc, je suppose que c'est clair pour tout le monde aujourd'hui. Ce n'est pas des sommes astronomiques parce qu'elles ont vraiment une utilité pour le fonctionnement de nos États, pour le développement Absolument. de nos États et surtout pour l'amélioration de notre bien-être parce que nous en bénéficions tous. Tout à fait. En 2025, quelles sont les tendances? À quoi devrait-on s'attendre du point de vue des emprunts au niveau du marché des titres publics? Écoutez, je pense que les travaux ne sont pas finis, donc on va Ils sont continuer toujours à en cours. emprunter dans tous les États. Sur 2025, donc comme je vous disais tout à l'heure, hein, 2024, nous avons emprunté pour le compte des 8 États 8 127 milliards. Sur 2025, les demandes qui nous ont été transmises par les États de manière agrégée portent pour le moment sur un montant total de 9 212 milliards. Est-ce que c'est un montant qui est figé ou c'est un montant qui s'ajuste? C'est un montant qui s'ajuste. C'est vraiment un montant qui s'ajuste en fonction de différents paramètres. Est-ce que les besoins de certains États peuvent augmenter parce qu'on a à un moment donné des chocs extérieurs, par exemple, si jamais les prix de certaines denrées augmentent, que les États doivent faire des ajustements, doivent faire du soutien. Si jamais il y a certaines crises, vous savez que nos pays sont également, hélas, en proie à certaines crises sécuritaires. Et donc, cela demande beaucoup de ressources pour faire face à certaines attaques et autres. Cela peut entraîner également une hausse de leurs besoins au niveau du budget et donc parfois au niveau du financement. Donc finalement, un État, c'est comme un individu dans la vie duquel il peut arriver des imprévus. Absolument. Qui font qu'il a besoin d'un peu plus d'argent à une certaine période. Absolument. Et parfois, ils ont besoin de moins d'argent aussi. Ok, donc c'est dans les deux sens. Tout à fait. Merci. Je pense que c'est très clair maintenant dans l'esprit de plusieurs, quand ils rapportent ça à ce qu'ils vivent eux-mêmes. Parfait. Mais ce qu'on remarque, c'est que pour le marché des titres publics, c'est généralement des institutionnels, des banques, des assurances. Est-ce qu'une dame qui est cadre, qui a sa famille, qui a besoin de placer 200 000, je vais dire vraiment un montant qui c'est pas forcément des millions, est-ce qu'elle peut souscrire aussi à des titres publics? Et si oui, comment? Et quel est l'intérêt? Écoutez, la réponse est oui, bien évidemment. Elle peut le faire et nous invitons tout le monde à le faire. Je vais d'abord parler de l'intérêt avant de dire pourquoi, ou plutôt comment le faire. L'intérêt, c'est que tout simplement, aujourd'hui, et c'était le thème de notre dernière édition des rencontres du marché des titres publics, nous avons besoin de collecter l'épargne de tout un chacun. Parce qu'au final, on a dit que ces dépenses servent à améliorer notre bien-être, nous en tant que population, en tant qu'habitants de ces pays. Donc au final, nous avons également besoin, ou en tout cas les États ont besoin également qu'on les accompagne dans cette démarche. Donc ils ont besoin que tout un chacun, quelque part, puisse investir, puisse participer au développement du pays, au développement de la zone. Et pour cela, vous dites, la dame qui a 200 000 francs peut acheter des titres publics. Aujourd'hui, une obligation d'État coûte 10 000 francs. D'accord? Donc, elle peut tout à fait acheter des titres. Alors, ou bien elle a 200 000, elle va acheter 20 obligations, ou alors elle prend les 200 000, elle le met dans certains produits. Aujourd'hui, il y a, vous savez, beaucoup d'acteurs qui travaillent dans ce marché. Quels produits, par exemple, pour être concret? Alors, c'est des produits qui vont être un peu compliqués, des fonds communs de placement, par exemple, qui sont constitués de différents types d'actifs, mais qui, au final, vont lui permettre d'investir et vont lui permettre, derrière, surtout, de récupérer des intérêts. D'accord? Donc, c'est un placement qu'elle fait et qui va lui rapporter de l'argent, en plus de contribuer au développement de son pays. Donc, concrètement, avec ces 200 000, il faut qu'elle puisse se rapprocher d'un intermédiaire agréé. Vous avez parlé de fonds communs de placement. Donc, c'est généralement des SGO qui vont être outillés. C'est des sigles, mais c'est pas très compliqué. C'est ça. Je pense qu'il faut vraiment pouvoir s'intéresser à ces choses. Et comme Madame Diassé vient de le dire, c'est pas réservé à des banques ou à des structures qui ont des financements énormes, mais avec les moyens que vous avez, la capacité d'épargne que vous avez, vous êtes capable aussi de pouvoir souscrire
au marché des titres publics et puis bénéficier des intérêts. Absolument. C'est bien ça. C'est tout à fait ça. Et vous avez justement dans votre propos parlé de la 7e édition Oui. des rencontres du marché des titres publics. Absolument. Qui a refermé ses portes hier. Oui. Et qui a également été... Il y a également eu au cœur des échanges la mobilisation de l'épargne intérieure. En termes d'engouement, en termes de mobilisation des acteurs, en termes de participation, qu'est-ce qu'on retient de cette 7e édition? Écoutez, c'était une édition très, très riche. Nous avons eu une forte participation des acteurs du marché, que ce soit en présentiel ou en ligne. Nous avions à peu près 250 personnes en présentiel qui ont assisté à cette édition, un petit peu plus de 1600 participants qui étaient en ligne. Donc, on est très content vraiment de l'audience que nous avons eue. Mais surtout, pendant cette édition, nous avons eu des experts hautement qualifiés dans leur domaine, avec qui nous avons vraiment pu échanger de cette problématique de comment on peut faire pour mobiliser l'épargne de tout un chacun au niveau de la zone. Et cela a fait intervenir vraiment différentes catégories de métiers, que ce soit ceux qui travaillent dans la monnaie électronique, que ce soit ceux qui font de la microfinance, que ce soit les banques, les assurances, les caisses de sécurité sociale, les caisses de retraite. Donc, vous voyez que tout le monde, au final, est concerné par cette problématique parce que, tout simplement, ce sont des moyens qui, aujourd'hui, permettent de collecter des ressources au niveau des individus, que ce soit pour derrière leur fournir un meilleur régime de retraite plus tard, que ce soit pour leur fournir de meilleurs services de santé, de sécurité sociale, ou encore leur fournir une assurance habitation, une assurance auto, etc. Donc, et toutes ces sommes qui sont collectées en attendant d'être utilisées, elles peuvent être placées sur le marché, rapporter également de l'argent, mais encore une fois, vraiment, ce qui reste également à faire, c'est tout le travail d'éducation financière. Vous avez dit tout à l'heure, le marché n'est pas compliqué, c'est vrai, mais les gens ne sont pas habitués à ces notions de titres publics, d'obligations, de bons, de fonds communs, de titrisation et et quelle action autres. concrète, en tant qu'institution de votre rang, peut mener dans ce sens justement de l'éducation financière? Au niveau du mot à titre, nous travaillons beaucoup maintenant depuis quelques années sur des actions de vulgarisation, en participant à des salons qui sont dédiés effectivement au grand public, où nous venons à la rencontre des participants pour discuter, pour leur présenter ce marché, leur présenter vraiment comment ils peuvent faire pour investir, en retirer des ressources et participer également à leur manière au développement des pays. Et nous avons également beaucoup de sessions, de webinaires que nous organisons sur qu'est-ce que c'est que l'épargne, quels sont vos différents types d'épargne, comment vous devez faire pour épargner, etc. Donc vraiment, c'est notre manière à nous de participer à l'éducation financière du grand public, non seulement à notre niveau, mais également en nous associant à des acteurs qui sont dans le domaine, qui font ça au quotidien, en les soutenant et en nous assurant que la notion de marché financier est quelque part désacralisée, qu'on décomplexifie tous ces éléments pour que tout un chacun puisse venir et participer à ce marché et en tirer les bénéfices. Donc, on est sûr qu'avec la multiplication de ce genre d'actions, on pourra avoir davantage de personnes, de citoyens qui s'intéressent au marché financier et qui en bénéficient. C'est ce que nous espérons. En tout cas, nous vous remercions. Et avant de terminer, on veut quand même vous poser une question sur un sujet qui anime les débats dans le milieu des professionnels, qui est relatif aux contraintes de liquidité qu'on a remarqué surtout ces 2 dernières années et sur leur impact même sur la vie des populations. Quel est votre avis sur ce sujet? Alors, écoutez, effectivement, depuis 2 ans, nous avons eu des contraintes de liquidité fortes au niveau de la zone, mais ce n'est pas qu'au niveau de la zone, c'est un phénomène mondial, voilà, qui a été lié donc à différents éléments.
Notamment, il y a eu beaucoup de conflits géopolitiques de par le monde, aussi dans notre zone. La situation de l'inflation qui ont incité les banques centrales à prendre des mesures pour éviter justement une flambée des prix au détriment des populations. Et la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest a dû également prendre des mesures pour quelque part protéger la capacité d'achat des populations de la zone. Avec toutes les actions qui ont pu être prises, qui ont effectivement impacté un petit peu la liquidité en circulation au niveau de la zone, ce sont des phénomènes qui ont pu être jugulés, notamment cette hausse des prix à laquelle on assistait. Et nous pensons que la situation devrait pouvoir s'améliorer au cours des prochains mois pour revenir peut-être à une détente de cette liquidité. Voilà. Et quel est votre dernier mot si vous devez justement vous adresser à ce grand public dont je suis le porte-parole aujourd'hui? Qu'est-ce que vous pourrez leur dire à l'issue de ces rencontres, à l'issue de cet échange? Écoutez, j'ai envie de leur dire qu'il faut s'intéresser de plus près à ces notions de marché financier, d'instruments de placement pour dynamiser leur épargne, éviter d'avoir une épargne dormante. Ce sont des produits qui permettent non seulement de sécuriser cette épargne que parfois on a tendance peut-être à laisser à la maison, mais aussi à la faire fructifier, donc pour avoir des revenus complémentaires. Et on les incite vraiment à se renseigner, à s'informer, à se former pour pouvoir derrière bénéficier de tous les fruits que peut leur apporter ce marché. On ne pourrait pas mieux terminer. Merci Madame Diassé pour Merci le temps à que vous. vous nous avez accordé. Merci Nous beaucoup. vous souhaitons une bonne suite de séjour et à très bientôt à Abidjan. À très bientôt. Merci beaucoup.